Eh bien, le bonjour à tous. Bienvenue à Expérience 4.0. Troisième saison qu'on entame suite là, à notre fameuse petite trêve estivale, là, question de se reposer, de recharger les batteries. Puis là, on part cet automne là, avec cette troisième saison du podcast. Encore une fois, l'objectif du podcast, c'est de démocratiser la transformation numérique au sens large, l'adoption de technologies. Quand on parle de technologie, évidemment, on parle de processus, on parle de l'humain aussi qui est derrière ce changement-là, ou du moins de l'adoption. Donc, en recevant des experts dans l'industrie, des entreprises de services, des entreprises manufacturières, mais c'est là où on va bénéficier vraiment du bon contenu pour en apprendre davantage sur cette transformation numérique-là qui peut s'avérer complexe. Donc, ultimement, c'est de s'aiguiller par rapport à ça. On part la troisième saison en force. Donc, j'ai le privilège de recevoir là, François Châteauneuf de chez Inno, qui est l'Institut national d'optique. François, là, qui a un grand bagage là, derrière l'ingénierie, mais aussi de tout ce qui touche l'optique photonique aussi par rapport à ce que l'Institut national d'optique fait. Donc, on va en discuter davantage sur comment, les systèmes de vision, comment que ça s'opérationnalise dans les entreprises, comment qu'on va chercher la collecte de données. Donc, on en parle davantage sur ce podcast, pour ce 24e épisode. Sur ce, j'en dis pas plus. Je vous dis bonne écoute, bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. François, bienvenue à Expérience 4.0. Un privilège de t'avoir là, sur le podcast. Merci, Simon. Donc, François, un bagage quand même assez intéressant au niveau académique. Donc, tu as fait des études, tu as fait ton doctorat en chimie justement ici au Québec. Tu as continué justement ta thèse à Paris aussi. Donc, 2 diplômes quand même super intéressants. Ingénieur également. Puis là, tu as joint Inno en 2006. Donc, quand même, ça fait un bout que tu es chez Inno, l'Institut national d'optique. Puis là, tu es chargé, en fait, tu es responsable d'unité d'affaires chez Inno. Donc, l'agriculture, l'infrastructure, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus sur ton bagage, puis sur justement tes connaissances dans ce domaine-là qui est super fascinant, puis de voir aussi en quoi ça bénéficie aux entreprises, donc d'un point de vue opérationnel, puis aussi comment le client aussi en bénéficie là, par rapport au système que vous intégrez dans les entreprises, comment vous les aidez. Donc, je te laisse t'introduire un peu. J'ai fait une petite courte intro. Donc, François, concrètement, qu'est-ce qui est Inno? Puis ton rôle au sein de l'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Oui. D'abord, une petite correction. Je ne suis pas ingénieur. OK. Je ne fais pas partie de l'ordre des ingénieurs. J'ai une formation de base en physique et puis un doctorat en chimie et en chimie physique. Mais oui, c'était un plaisir de joindre Inno en 2006. C'est une organisation fantastique. En fait, Inno, c'est un centre de recherche et de technologie à but non lucratif. Et puis, mais c'est un organisme privé qui développe des technologies, mais dont le mandat aussi, c'est de les transférer vers l'entreprise privée pour que eux puissent commercialiser les innovations qui sont développées à Inno. Donc, c'est un milieu très stimulant. On touche tous les volets de l'optique et de la photonique. Tu as parlé de vision. Oui, on peut développer des caméras un peu plus spéciales, mais on développe aussi des lasers, on développe des spectromètres. Donc, on développe toute l'instrumentation qui vient appuyer les innovations en optique et en photonique. À Inno, on a plusieurs secteurs d'activité. On est quand même 220 employés, dont je dirais 75 à 80% ont un background en technologie. Donc, c'est un milieu très stimulant. Donc, on touche tous les secteurs d'activité, mais principalement, les activités sont séparées en 5 unités d'affaires. Donc, on a le manufacturier avancé, le biomédical, la sécurité et l'aérospatiale. Et on a aussi les ressources durables, l'agriculture et les infrastructures. Donc, c'est l'unité d'affaires que je dirige. Et on a une 5e unité d'affaires aussi qui développe ou qui commercialise des solutions industrialisées, donc des technologies qui sont à haut niveau de maturité, qui sont prêtes à être vendues ou transférées à des entreprises, mais qui sont toujours fabriquées à Inno. Donc, c'est très large. Quand on passe du biomédical jusqu'à l'aérospatial, c'est quand même très, très large là, comme secteur d'activité. J'imagine. Puis c'est pour ça que vous avez comme des experts pour chacune de ces unités d'affaires-là à l'interne pour être capable de répondre à chacun des besoins là, que les entreprises ont, ou tout simplement pour faire des recherches sur les nouvelles technologies et l'adoption. Oui, effectivement. Les gens se spécialisent un peu, mais je crois que la force aussi de plusieurs employés d'Inno, c'est d'être suffisamment versatile et de connaître plusieurs technologies pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie.
parlant de besoins d'industrie, de quelle manière, de façon quand même concrète, puis peut-être on peut prendre un secteur d'activité de façon précise, là, de quelle manière vous accompagnez un client, un client type qui vient voir Rhino, ou du moins qui souhaite peut-être avoir de l'aide là, d'un point de vue opérationnel à l'interne, comment vous les accompagnez? Oui. En fait, notre rôle, c'est vraiment de concrétiser l'innovation. Donc, on ne veut pas nécessairement seulement créer de la nouveauté, mais on veut innover. Et une innovation, par définition, doit avoir un impact chez l'usager. Donc, de la manière qu'on accompagne les entreprises qui viennent nous voir, si par exemple c'est une entreprise qui veut développer une nouvelle technologie pour générer une innovation, on va s'assurer avec l'entreprise de bien comprendre le besoin de l'usager. En bout de ligne, parce que c'est chez l'usager qu'on veut avoir l'impact. Donc, cette compréhension-là se fait à travers plusieurs discussions avec le client qui vient nous voir, bien sûr. Et puis, une fois qu'on a bien compris la problématique qu'on veut aborder ensemble, ben là, le développement, le premier concept peut se faire. Donc, c'est la deuxième étape, si on veut, là, de la réflexion. C'est sûr que quand on arrive puis qu'on développe un concept, il peut y avoir certaines incertitudes dans le concept. On fait des hypothèses. On va vouloir valider les hypothèses. Certaines hypothèses, si elles s'avèrent fausses, ça va faire en sorte que le cas d'affaires de notre client peut tomber à l'eau. Donc, c'est important pour nous de bien l'informer de ces sujets-là. Mais on va vouloir aussi valider ces hypothèses-là avant d'engager le développement un peu plus loin, parce que les fonds requis pour pouvoir faire le développement vont en s'accroissant là, au fur et à mesure qu'on augmente le niveau de maturité. Donc, c'est pour ça qu'on doit informer le client pour l'informer des risques avant que lui engage des fonds plus conséquents. Parce que si je comprends bien, quand vous allez comme entamer la conception en fonction du besoin, ça peut être des systèmes qui existent déjà sur lesquels vous optimisez, comme ça peut être un système qui peut être créé de A à Z. Effectivement, je pense que comme à peu près tous les scientifiques, du moins, on n'aime pas réinventer la roue. Donc, si quelque chose existe sur le marché, ben ça va nous faire plaisir d'orienter le client, puis peut-être de travailler avec lui aussi pour l'adapter à sa réalité, pour que ce client-là puisse commercialiser une innovation par la suite. Puis après, ça c'est super intéressant. Puis après, j'imagine vous l'accompagnez dans cette amélioration continue-là, parce qu'un système, bon, a besoin d'être adopté, a besoin d'être potentiellement optimisé. Donc, oui. vous restez dans la boucle, justement, d'optimisation et de recherche sur, en fait, plus les entreprises sur lesquelles vous les accompagnez là, à intégrer la technologie. Oui, on reste dans la boucle, en fait, tant que le client le désire. On offre même les services si le développement conduit à un produit qui sera commercialisé par notre client. On peut même fabriquer ce produit-là à Rhino. Okay. Donc, des clients ou des jeunes entreprises n'ont pas les fonds disponibles pour mettre en place un plancher de production. Donc, c'est un service qu'ils apprécient beaucoup parce que la production peut être faite à Rhino, même si le produit est commercialisé par l'entreprise. Donc, et dès que l'entreprise a gagné en maturité et qu'elle est prête à rapatrier la production, nous, on peut transférer toutes les procédures de production chez eux et établir le plancher de production là, dans leurs locaux. Donc, c'est vraiment... On s'ajuste aux besoins des clients. C'est sûr, quand on a un client qui est déjà une entreprise bien établie, une grande société, ben, notre intervention va être un peu plus ponctuelle, service de conseil expert, par exemple, mais c'est notre rôle aussi d'appuyer l'industrie canadienne pour la rendre plus compétitive. Donc, on adapte notre offre aux besoins de l'industrie. Très, 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 très intéressant. Puis là, on rentre concret dans le type de système que vous pouvez potentiellement intégrer. On a dit un mot, l'optique, la photonique. Moi-même, je dirais, avant de connaître Rhino et de faire certaines recherches, puis même qu'on a jasé ensemble, je ne savais pas concrètement en quoi ça consiste, l'optique et la photonique. Je laisse peut-être me décrire un peu qu'est-ce que c'est. Tu sais, la lumière aussi qui est derrière. Tu sais, de façon simple et bien compris, là, l'optique photonique. Qu'est-ce que c'est? Ben, peut-être, si on retourne à la base, la lumière, en fait, c'est l'oscillation d'un champ électrique
et d'un champ magnétique qui lui est associé. Un champ magnétique, on connaît c'est quoi, les deux pôles d'un aimant, ça produit un champ magnétique. Donc, quand les champs électriques et magnétiques oscillent, c'est ce qu'on appelle de la lumière ou bien une onde électromagnétique. La longueur d'une oscillation, on l'appelle la longueur d'onde, et c'est ce qui détermine dans le spectre visible, c'est ce qui détermine la couleur de la lumière. Donc, pour des longueurs d'onde de l'ordre de 400 ou 500 nanomètres, donc un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, on parle de lumière visible, la lumière qu'on voit avec nos yeux. Mais le spectre électromagnétique, lui, il est beaucoup plus large que ça. Ça va des ondes radio, qui sont utilisés en radio, mais aussi pour les radars, jusqu'aux rayons X et même au-delà des rayons X. Donc, la lumière, c'est quand même très, très vaste et on utilise les différentes longueurs d'onde selon les problématiques et selon les applications qu'on veut aborder en optique et en photonique. C'est vraiment intéressant. Ça a été bien expliqué, honnêtement, de façon... même moi, on dirait que je comprends un peu mieux, mais ça reste quand même complexe derrière la compréhension physique là, de comment ça fonctionne. Puis là, on dit comme la lumière comme vecteur d'information. Oui. Donc, on utilise justement un peu ce système-là, puis toute la physique derrière l'utilisation de la lumière, de comment ça fonctionne, pour aller tirer de l'information. Oui. Donc, ça capte de l'information qu'on est capable d'en prendre des meilleures décisions d'affaires. Ultimement, c'est un peu ça l'objectif. Oui. En quoi ça consiste, ça, l'information, de quelle manière ça fonctionne? Mais en fait, l'onde électromagnétique en tant que telle a plusieurs propriétés. J'en ai nommé une, la longueur d'onde, la couleur, ça en est une. L'orientation de l'oscillation du champ électrique, ce qu'on appelle la polarisation, c'est aussi une autre propriété. La direction de la propagation, c'est aussi une propriété. Donc, ces propriétés-là, lorsque la lumière interagit avec de la matière ou avec un gaz ou avec des molécules, certaines des propriétés vont être modifiées. Et à ce moment-là, on est capable d'aller mesurer les modifications et avoir une indication ou une information sur la nature chimique, par exemple, de la matière avec laquelle la lumière a interagi. Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans le développement d'instrumentation optique. On veut parfois générer de la lumière, la laisser interagir avec la matière et ensuite aller décoder comment certaines propriétés de la lumière qui a été émise ont été modifiées. Et ensuite, on peut dire, bon, OK, ça, la nature chimique de l'objet, c'est ça. Puis là, on a l'information, un tableau de bord, puis là, on est capable de dire, bon, il y a un problème là ou ça va bien là. Exactement. Si par exemple, l'idée, c'est de détecter des molécules de gaz dans l'atmosphère, des molécules, par exemple, qui peuvent être nocives, on va envoyer de la lumière d'une certaine longueur d'onde et on va regarder si l'intensité de la lumière a diminué dans le temps ou avec la propagation. Et puis, là, on va avoir une indication, oui, il y a telle molécule de gaz dans l'atmosphère, donc on peut générer une alarme à ce moment-là. Intéressant. C'est intéressant. C'est quand même, c'est complexe, mais c'est super intéressant. Puis là, si on rentre dans le secteur, mettons, manufacturier, ou du moins industriel au sens large, une entreprise qui fabrique ou qui produit quoi que ce soit, qui souhaite innover, qui souhaite passer un cap à ce niveau-là d'un point de vue, être capable d'extraire l'information puis d'avoir de la donnée pratiquement en temps réel par rapport à leur chaîne de production, ultimement. Ces systèmes de vision-là que vous implantez, as-tu comme un exemple concret de quelle façon ça peut s'appliquer pour une entreprise qui nous écoute, un industriel qui produit des pièces métalliques, par exemple, ou qui fabrique de la machinerie, ou qui produit, qui est dans l'agroalimentaire, qui est un autre bel exemple aussi. Donc, à ce niveau-là, as-tu un exemple intéressant sur lequel on pourrait peut-être... Oui, en fait, peut-être même deux exemples. Je vais commencer avec un exemple qui est plus simple, parce que tu parlais de pièces de métal sur une chaîne de production. Un système de vision, essentiellement, c'est une caméra. Donc, si on a une caméra visible, comme celles qui sont utilisées pour filmer le podcast, on peut utiliser l'image qui, elle, va contenir de l'information sur les différentes couleurs sur chacun des pixels. Et puis, dans le fond, à cause de la lentille, chaque pixel correspond à une direction de laquelle provient la lumière. Donc, il y a beaucoup d'informations à aller décortiquer. Et en analysant l'image, on est capable de déterminer, par exemple, est-ce que
la forme de la pièce, la dimension, est-ce que c'est conforme? Est-ce que en regardant, par exemple, s'il y a des variations de couleurs sur la pièce, on peut déterminer s'il y a eu des défauts lors de la fabrication. Donc, des systèmes de vision sur des chaînes de production peuvent servir à détecter des défauts ou des pièces défectueuses et éventuellement de les enlever de la chaîne. Ça, c'est un premier exemple. Fait que minimiser les risques, en fait, les bris. Ultimement, parce qu'après, j'imagine, quand que tu sais qu'il y a une anomalie sur une pièce X, ben là, tu essaies de corriger justement le fait que ça arrive moins souvent, puis tu essaies de voir pourquoi c'est arrivé, etc. Donc, le système peut être aussi installé de manière aussi préventive, mais aussi dans le but d'optimiser la chaîne de production pour pas que ça arrive. Oui, effectivement. Okay. Et puis, identifier, par exemple, des points qui sont problématiques sur la chaîne de production, puis d'aller corriger les défauts. Lorsqu'on a des caméras à très, très haute résolution, il y a moyen d'aller voir s'il y a des micro-fissures dans les pièces métalliques. C'est un développement, d'ailleurs, qu'on a fait là, pour détecter les micro-fissures dans des pièces qui allaient dans l'assemblage des automobiles. Donc, ça évite des rappels sur les véhicules lorsqu'on peut rejeter les pièces défectueuses. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, ça, c'est un premier exemple. On peut le faire avec des caméras visibles, on peut le faire avec des caméras infrarouges aussi. Des caméras infrarouges vont aller chercher une information qui est légèrement différente. L'infrarouge, en fait, c'est un peu équivalent à la chaleur. Nous, en étant des objets à 37 Celsius, on émet de la radiation. On émet de la radiation infrarouge et aussi les autres objets vont émettre de la radiation infrarouge. Puis, en allant la détecter, soit à l'aide d'une caméra ou à l'aide d'un spectromètre, on est capable d'aller chercher certaines propriétés. Par exemple, est-ce que la chaleur se diffuse bien dans une pièce métallique? La technique a été utilisée pour, par exemple, la navette spatiale à l'époque. Avant de faire l'entrée dans l'atmosphère de la navette spatiale, on orientait le bouclier thermique de la navette vers le soleil, puis ensuite on le ramenait vers l'espace et on regardait comment la chaleur se dissipait avec des caméras infrarouges. Et s'il y avait des fissures ou des tuiles qui étaient manquantes dans le bouclier thermique, c'était une manière de le voir. Donc, on peut faire la même chose sur un plancher de production avec des pièces métalliques, là, en regardant comment l'infrarouge va se diffuser. Donc, ça, c'est des caméras, là, je vous dirais, qui sont un peu plus des caméras passives ou statiques. On regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres types de caméras qu'on appelle des caméras actives, où on va aller chercher de l'information active dans le sens où on va vouloir nous-mêmes contrôler l'émission de la lumière. On va pas se fier seulement à la lumière ambiante pour éclairer l'objet ou à l'émission de l'objet, mais on va vouloir éclairer l'objet d'une certaine manière, puis ensuite regarder comment tout ça se comporte. Une des caméras qui est intéressante, c'est une caméra qu'on appelle caméra à temps de vol. Donc, on émet de la lumière et on mesure, dans un certain sens, le temps que ça prend à la lumière pour aller frapper l'objet et revenir vers la caméra. Donc ça nous donne une notion de distance parce qu'on connaît la vitesse de la lumière. Donc, s'il y a deux objets à côté de l'autre, dans ma caméra, je vois les deux objets, j'envoie une impulsion lumineuse. Il y en a une qui va arriver, qui va revenir vers la caméra avant l'autre. Donc, je suis capable de jauger un peu les distances. Donc, c'est le principe derrière les caméras 3D. Donc, les caméras à temps de vol qui donnent une information tridimensionnelle. Donc, on a une image, mais en même temps, on a une notion de profondeur dans l'image. Puis c'est vraiment intéressant quand même. Puis ça, c'est un exemple, mettons, un cas concret d'une entreprise sur un plancher. Là, on est beaucoup dans l'industriel, mais ça peut être aussi dans un autre secteur. Cette caméra-là, comment que de façon concrète, là, sur un cas typique, peut venir... C'est quel type d'information qu'on va chercher avec cette distance-là? En fait, un des exemples intéressants sur lesquels on a travaillé à Inno, c'est d'aller mesurer le contenu en grains à l'intérieur d'un silo, par exemple. Si on le fait seulement à un seul point, par exemple avec un sonar ou même avec un lidar, avec un lidar qui est utilisé aussi dans l'industrie automobile, si on le fait à un seul point,
on peut taper sur la crête de la pile de grains ou à côté. Donc, on va avoir une mauvaise évaluation un peu du volume à l'intérieur du silo. L'autre aspect aussi, il faut comprendre que souvent, à l'intérieur des silos, il va y avoir beaucoup de poussière. Donc, cette poussière-là peut nous aveugler un peu par rapport à la mesure réelle là, de la quantité de grains dans le silo. Donc, l'information tridimensionnelle qu'on va aller chercher va nous aider à mieux évaluer le volume. Et cette information-là, par la suite, va pouvoir déclencher toute une chaîne, par exemple, de livraison de grains, d'optimisation aussi d'une route de livraison. Donc, si, par exemple, le vendeur de grains est dans la région et voit sur son tableau de bord qu'il y a une ferme qui est en manque de grains, il va pouvoir passer le voir au lieu de revenir à son usine, à son point de départ pour avoir l'information puis retourner par la suite. Donc, c'est un peu l'idée de mesurer en temps réel la quantité de grains dans les silos, de manière à pouvoir avoir une livraison just in time et puis optimisée. Optimisée. Donc, c'est quand même intéressant. Fait que par justement le système de caméra, si j'ai bien compris, qu'on évalue une distance entre un point et un autre point, fait que le tridimensionnel un peu que tu m'as mentionné, on est capable de justement mesurer une certaine quantité d'éléments, là, peu importe qu'est-ce que c'est, dans un contenant, puis être capable de prendre justement des meilleures décisions, puis d'optimiser les livraisons. Fait que là, c'est là que je trouve ça intéressant. Évidemment, nous, de notre côté, on est beaucoup derrière, l'expérience client au sens large, mais par rapport aussi aux opérations internes. Donc, les opérations de revenus aussi, de quelle manière on peut les optimiser pour que le client soit content au bout du compte. C'est un peu pour ça aussi qu'on améliore une chaîne de production, minimiser les coûts, ultimement, donc d'être plus efficace, dans le but aussi de répondre à la demande du client un peu just in time, comme tu as mentionné, puis de réussir justement à optimiser ce processus-là. Je trouve ça vraiment, vraiment pertinent parce que là, dans ce cas-là, le client, au bout du compte, va être servi au bon moment. As-tu d'autres exemples? Comment tu vois ça que par l'innovation chez Inno, par l'intégration de ces systèmes de vision-là, par la compréhension des besoins et de faire des recherches sur comment optimiser justement ces systèmes-là, des exemples, comment tu vois ça que le client en bénéficie au bout du compte? Comment que l'expérience client au sens large vient s'intégrer un peu à ce type d'innovation-là que vous faites? Oui, en fait, je prendrais l'exemple parce on a développé une technologie que moi, personnellement, je trouve hyper pertinente pour la détection de la poussière à distance. La manière dont ça fonctionne, en fait, c'est basé sur l'utilisation d'un lidar. En fait, un lidar, c'est comme un radar, mais où la source lumineuse, c'est un laser. Donc, le lidar fonctionne, on envoie une impulsion lumineuse. Oui, on peut mesurer seulement le temps que ça prend à l'impulsion pour faire un aller-retour vers un objet et mesurer la distance. Mais à Inno, on a développé beaucoup d'algorithmes, pour aller chercher beaucoup plus d'informations à l'aide du lidar. Donc, quand il y a des particules de poussière en suspension dans l'atmosphère, on va mesurer toute la lumière qui est rétro-diffusée par les particules, donc qui est réfléchie par les particules de poussière dans l'air. Et ce signal-là nous donne directement une information sur les concentrations de poussière dans l'air. Donc, le lidar qu'on a développé à Inno est monté sur une plateforme motorisée. Donc, on peut balayer une certaine région de l'espace et faire une carte, soit bidimensionnelle ou tridimensionnelle, des concentrations de poussière dans l'atmosphère. Donc, pour des industries qui sont génératrices de poussière, il y en a quelques-unes, les carrières, les mines, même les opérations portuaires, les scieries aussi sont génératrices de poussière. C'est quand même très intéressant parce qu'ils doivent se conformer à une réglementation environnementale en minimisant leurs émissions de poussière parce que ça impacte la qualité de l'air. Donc, avec l'information que le lidar fournit, ils peuvent soit augmenter leurs opérations parce que le procédé est bien contrôlé, il n'y a pas trop d'émissions de poussière, ou bien ralentir leurs opérations lorsque, par exemple, les conditions atmosphériques vont faire en sorte que la poussière va être transportée vers la population qui habite autour du site, par exemple. Donc,
ça, c'est la description de la technologie. Maintenant, l'impact chez l'usager, on a travaillé avec une compagnie qui opère un port où il y a du transbordement de ce qu'on appelle du vrac sec, donc soit du minerai, soit des grains, de la farine. Les opérations de déchargement sont génératrices de poussière et selon les conditions météo, parfois on va vouloir soit accélérer ou diminuer la vitesse du déchargement. Lorsque on n'a pas la bonne information, parfois on peut être un peu trop précautionneux. On peut faire attention parce que naturellement, comme un bon citoyen corporatif, on ne veut pas impacter les populations qui habitent tout près. Donc, on va ralentir un peu les opérations de déchargement et à ce moment-là, c'est sûr qu'on paie plus cher les frais de mise à quai parce qu'un bateau qui est à quai coûte quand même plusieurs milliers de dollars. Par contre, avec le lidar, ça fournit une information qui va permettre vraiment d'optimiser le déchargement tout en respectant les normes environnementales et de réduire les frais de mise à quai. Donc, pour l'usager, il y a vraiment un gain en efficacité. Le déchargement se fait plus vite, mais aussi un gain financier parce qu'il y a une réduction des frais de mise à quai. Donc, on part de loin avec un lidar, mais on arrive concrètement vers une valeur tangible en dollars pour l'usager. Très, très, très intéressant. C'est fascinant. Puis, je pense qu'il y a un mot qui est vraiment important, puis c'est l'information. Puis on le dit, donc c'est grâce à l'information qu'on réussit à soit prendre des meilleures décisions ou justement obtenir ces gains-là financiers ou d'efficacité chez l'usager final, donc chez le client. Puis c'est ça, on part d'un lidar, on part d'un système de vision. Puis là, je suis curieux de savoir un peu par rapport à cette information-là, faut qu'elle se rende quelque part pour être capable de la traiter. Oui. Donc, tableau de bord, logiciel, système informatique, etc. Nous, de notre côté, on est très... tout ce qui est gestion de la relation client, donc très front office, si je peux me le permettre, là, au niveau de l'anglicisme. Donc, on est très, c'est ça, au devant. Après, d'un point de vue opérationnel, ben là, on connaît les technologies. Donc, on a des ERP, on a des systèmes MES, puis des MRP, puis j'en passe. Il y a tout plein. Puis, il y a des tableaux de bord à travers ça. Tout ça connecté, j'imagine, un peu avec le IoT, donc le Internet of Things, là, tout ça qui est un peu interconnecté, le fameux 4.0, entre autres, qu'on a introduit. Je suis curieux de t'entendre un peu sur de quelle façon c'est stocké cette information-là qui nous permet de prendre ces meilleures décisions-là. Avez-vous un système en place? Y a-t-il du hardware? C'est-tu cloud? De quelle façon ça fonctionne? C'est sûr que, bon, je peux pas répondre de manière unique à cette question-là parce que ça dépend aussi du client, de l'usager, de son niveau de maturité. C'est sûr que nous, à Inno, on est sensible au fait que les produits, les solutions qu'on développe doivent être connectées. Donc, le IoT, c'est quelque chose qu'on considère tout le temps lors du développement pour pouvoir connecter les objets et s'assurer de transférer l'information de la manière la plus efficace possible. Mais en même temps, par la suite, la manière que c'est traité chez nos clients, ça, c'est chacun qui décide. Lorsque ce sont des données sensibles, parfois, le client va vouloir garder le contrôle sur la donnée, puis c'est compréhensible. Lorsque on peut accompagner un client un peu plus loin dans le développement de son infrastructure cloud. C'est quelque chose qu'on offre aussi à Inno. Donc, on a développé toute cette connaissance-là. On a aussi de très bonnes connaissances en vision numérique, analyse d'images, intelligence artificielle. On va travailler avec des partenaires sur certains volets parce qu'on ne prétend pas être expert dans tout, mais on a suffisamment de connaissances pour accompagner le client vers une solution qui va être beaucoup plus globale, incluant le traitement en info nuagique de l'information qu'on va générer. En fait, de la donnée qu'on va générer. Parce qu'on génère d'abord de la donnée, mais nos algorithmes qui sont mis en œuvre dans l'info nuage, eux, vont transformer la donnée en information. Ensuite, l'information peut être utilisée par le client de la manière qu'il veut. Si je reviens à l'exemple du lidar, la plupart des compagnies des industries qui sont génératrices de poussière vont avoir un système de gestion environnementale ou vont faire affaire avec un prestataire de services qui leur offre un système de gestion environnementale. Donc, eux
vont décider comment utiliser l'information pour générer une alarme et prendre action par la suite. Nous, on va les accompagner pour que le flot d'informations soit transparent, fluide, mais en bout de ligne, c'est sûr que c'est leur procédé, donc eux décident comment mettre en œuvre tout ça. Fait que s'ils ont déjà un système, par exemple, un système environnemental ou peu importe un autre système opérationnel en place, où est-ce que là, on traite l'information, donc on a un tableau de bord, puis on est capable de prendre la décision en fonction de l'information qui a été poussée par la donnée, par vos systèmes initialement. Tout ce qui est intégration à ces systèmes-là, êtes-vous comme derrière? Ben, j'imagine, des fois, c'est pas des systèmes qui se parlent naturellement. Oui. On ne se positionne pas nécessairement comme un maître d'œuvre pour intégrer complètement la solution. Il y a de très bonnes compagnies qui offrent ce service-là, mais on va établir un partenariat avec eux pour bien servir le client. Je pense que c'est une des forces de Inno aussi. Comme l'innovation doit avoir un impact chez l'usager, on est conscient que ce n'est pas seulement l'instrument optique qui va avoir un impact, mais c'est tout ce qui est autour. Donc, on a le devoir d'aller chercher les partenaires pour pouvoir offrir une solution qui est complète. Par exemple, pour l'intégration à un système de gestion environnementale, on peut travailler avec un prestataire de service, une firme d'ingénierie qui, elle, a les connaissances, soit en modélisation environnementale pour accompagner le client, connaît bien les normes aussi. Donc, toute cette connaissance-là, oui, le client doit en bénéficier à travers un partenariat entre Inno et l'autre compagnie. Donc, c'est ça. On va chercher les partenaires quand on en a besoin. Mais c'est très intéressant. Puis c'est ce que j'avais aussi fait comme recherche. Là. Vous collaborez beaucoup avec ne serait-ce des experts dans l'industrie, des firmes qui sont expertes dans un créneau très spécifique, ne serait-ce aussi d'aller plus loin dans l'intelligence artificielle puis de pousser peut-être certains algorithmes dans la prévision de quelques éléments qu'on veut faire. Donc, c'est ça que je trouve quand même assez intéressant que vous êtes derrière un peu ces systèmes-là que vous intégrez, que vous développez. Vous êtes derrière la recherche. Puis après, mais pour mener une solution à terme, vous collaborez. Puis en intelligence artificielle, je pense que c'est un domaine extrêmement intéressant. Mais on a tendance à vouloir parfois aborder un problème en utilisant seulement des caméras visibles. Donc, oui, des caméras visibles génèrent des données qui sont intéressantes et qui peuvent amener une partie de l'information. Mais à Inno, on a une connaissance suffisamment fine de l'intelligence artificielle, sans être pleinement expert, suffisamment fine pour pouvoir développer des caméras sur mesure qui vont être mieux adaptées pour générer l'information, pour alimenter correctement des algorithmes d'intelligence artificielle. Si, par exemple, on sait que, oui, ça prend une caméra visible, mais qu'en ajoutant, par exemple, un certain volet d'infrarouge ou d'infrarouge proche, on va aller chercher une information supplémentaire qui va faciliter le développement des algorithmes ou même améliorer les performances des algorithmes en intelligence artificielle, ben c'est notre rôle. Okay. Ben, c'est crucial. Pour alimenter un algorithme, il faut que tu ailles la bonne donnée. La bonne donnée le plus possible, puis d'en avoir une certaine quantité également. Fait que ça vient ensemble. Oui. Très, 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 très fascinant. J'adore notre discussion. Ça amène une certaine réflexion aussi derrière qu'on part d'un système qui est un leader que je ne savais pas c'était quoi avant notre discussion d'aujourd'hui, jusqu'à justement être capable d'avoir des gains, justement, même financiers, même au point de vue efficacité là, sur un port, par exemple, là, comme tu as mentionné dans l'exemple. Vraiment, vraiment intéressant. Je te pose une question, François, par rapport à la transformation numérique au sens large. Vous êtes derrière beaucoup de procédés d'innovation, vous êtes derrière des gros projets. Tu l'as mentionné un peu au début, mais je veux te réentendre là-dessus. Qu'est-ce qui est important avant d'entamer un projet d'envergure en transformation numérique? Donc, une compagnie qui a un problème, qui a un besoin, puis on parle à l'entreprise ou à l'entrepreneur ou au dirigeant, au directeur, ou peu importe qui nous écoute puis qui dit « Ah, j'ai un problème là, mais je ne sais pas par où commencer. Fait que tu as des bonnes connaissances, tu es derrière plusieurs projets. J'aimerais t'entendre sur qu'est-ce qui est important, les pièges un peu à éviter par rapport à des projets d'innovation derrière la transformation numérique. Tu peux prendre des exemples justement de qu'est-ce que vous faites. Je pense qu'un des pièges à éviter, c'est d'exécuter la demande d'un client qui pense avoir déjà la solution en tête. Je pense que c'est important avec lui de prendre un pas de recul et
de déterminer quelle est la vraie problématique. C'est quoi qui y fait mal? Est-ce que ça y fait mal d'un point de vue financier? Est-ce que ça y fait mal d'un point de vue réputation? Et à ce moment-là, parfois, la solution qu'il avait en tête, ben, s'avère pas être la bonne. Donc, d'échanger avec lui pour bien comprendre à quel endroit lui voit le gain, c'est extrêmement important. Je pense que ça, c'est la base. C'est un des pièges à éviter. Souvent, quand il y a un client qui nous approche avec une problématique, on va tout de suite se mettre en mode solution. Mm-hmm. On va vouloir brainstormer avec lui pour trouver la solution, mais on n'est même pas sûr qu'on travaille sur le vrai problème. Donc, ça, je pense que pour le volet de transformation numérique, là, c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'identifier là, la source, soit de problème ou d'augmentation d'efficacité et de profit. Donc, cette identification-là initiale, elle est cruciale parce qu'après, c'est facile de se planter ou d'avoir conceptualisé une solution qui est peut-être pas qui répond pas nécessairement aux gains ou aux besoins qu'on voulait aller chercher ou à la problématique. Exactement. Donc, cette partie-là en amont, c'est de prendre limite plus de temps à faire cette partie-là avant d'entamer un certain projet. Oui. Par exemple, un client qui dit « Je veux détecter la poussière dans mon usine parce qu'il y a un risque d'incendie ou d'explosion », si à un moment donné, on dit « OK, on va te développer le système le plus performant, puis aussitôt qu'il va y avoir un petit grain de poussière dans l'air, on va lever une alarme », que ça va sonner tout le temps, puis les opérateurs sur le plancher vont débrancher la bébelle. Donc, on n'a pas atteint l'objectif. C'est pour ça que c'est important de comprendre, oui, le besoin du client, mais même de l'usager, la personne sur le plancher qui va utiliser l'information qu'on va lui fournir. 100%. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est bien dit. Honnêtement, c'est bon de le rappeler. Puis je pense que c'est un élément considérable là, à travers tout projet d'innovation, de transformation numérique à ce niveau-là. François, ça a été un plaisir de t'avoir sur le podcast. Discussion hyper intéressante. On a été concis, on a été concret. On comprend, en tout cas du moins de mon côté aussi, qui est quand même un sujet nouveau. Là. Je connaissais pas autant l'optique ni la photonique avant qu'on se rencontre. Je trouve ça fascinant à quel point un système qu'on va intégrer avec, grâce à la lumière, un système de vision qu'on va venir intégrer dans une entreprise, on est capable, puis de la manière que ça fonctionne, qu'on est capable d'aller extraire ces données-là. Puis il existe différents systèmes, comme tu as mentionné aujourd'hui, pour ultimement prendre des meilleures décisions d'affaires, puis qu'on pourra obtenir des gains, que ce soit financier, que ce soit en efficacité, que ce soit tout simplement prendre des meilleures décisions d'affaires sur l'optimisation de notre chaîne de production également. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Mais merci François d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. All right. Puis pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir écouté ce merveilleux podcast. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe au moment où vous l'écoutez. Puis je vous dis à la prochaine.